Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Naviguer avec prudence pour réussir sa stratégie de réemploi. Sacha Lévy, partenaire chez Letos. Parce que de toute façon, c'est des gens qui vont réinvestir et comme tu le disais, qui veulent redonner un peu dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, mais donc concrètement, comme je t'ai dit, dans des projets, 1, qui leur tiennent à cœur, 2, qui permettent de développer des choses qui n'existent pas encore, et 3, avec des gens dans lesquels ils croient et qu'ils ont envie d'accompagner à leur tour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui n'a pas forcément été initialement pensé comme ça par le législateur quand il a lancé ce mécanisme en 2012, parce que l'environnement n'était pas le même. Et donc, il n'y avait pas ces boîtes qu'on appelle start-up avec des gens qui sont dans la tech, qui vont beaucoup plus vite, qui lèvent beaucoup plus d'argent avec des valos importantes. Un des dispositifs bien connus des entrepreneurs qui réalisent un cash-out est le réemploi. Ce mécanisme permet d'optimiser sa fiscalité en réinvestissant dans des activités éligibles dans un délai de 24 mois, permettant par la même occasion de réinvestir dans l'économie réelle. Cette spécificité française est souvent mal comprise ou appliquée, menant de nombreux investisseurs à faire des choix trop rapidement, mal pensés et parfois investir dans des actifs non éligibles. Qu'il s'agisse de participation dans des sociétés ou d'investissement dans des fonds ou des forêts, le réemploi est décrypté dans le détail par mon invité Sacha. Vous comprendrez grâce aux explications de cette avocate aujourd'hui partenaire chez Letos, le rôle essentiel que joue le family office dans toute cette mécanique, apportant clarté et conseils à des investisseurs souvent pressés, toujours occupés et parfois mal conseillés. Nous parlons aussi de Letos, des relations qu'ils entretiennent avec leurs clients, leurs partenaires, banques dépositaires, gérants ou compagnies d'assurance, de leur stratégie d'allocation d'actifs et de la nécessaire digitalisation de leur métier. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Sacha. Bonjour Solène. Aujourd'hui, et la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, c'est de venir me parler du réemploi des fonds, puisqu'on en entend parler et ça m'intéresse que tu nous en dises davantage, mais est-ce que tu pourrais, avant qu'on s'étende sur le sujet, te présenter à notre audience, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter sur le podcast. Donc moi, je m'appelle Sacha, j'ai 33 ans. Je suis associée chez Letos, qui est un family office. Ça fait 5 ans que je travaille là-bas. J'ai un parcours qui est un peu différent des gens qui travaillent dans la gestion de patrimoine. Moi, je suis une ancienne avocate, donc en fait, j'ai fait du droit, j'ai fait HEC. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis dit que j'avais envie d'autre chose. J'ai toujours été indépendante parce que quand tu es avocate, tu as une profession libérale et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ce côté flexibilité, indépendance. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en cabinet, j'avais pas forcément ces atouts-là avec moi. Dans les faits. Ouais. Et puis surtout, j'avais envie de faire quelque chose qui était un peu plus large que le droit et d'être un peu challengée sur des sujets plus opérationnels, plus financiers. Donc je me suis retrouvée chez Letos il y a 5 ans, un peu par hasard, pour être tout à fait transparente. Ouais. J'ai commencé pendant 2 mois pour les aider. À l'époque, on était 5. Et puis, je cherchais entre guillemets, un vrai boulot à ce moment-là, un peu plus permanent. Et puis finalement, j'ai découvert le monde de la gestion de patrimoine. J'ai eu aussi la chance d'avoir des associés comme j'ai aujourd'hui qui m'ont fait une place, qui m'ont laissé aussi apprendre ce métier et le faire comme je l'entends. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un portefeuille de clients qui sont mes clients. Et voilà, on a grossi, on est 35 et ça se passe bien. Tu nous en parleras plus précisément. Moi, je connais Letos parce que j'ai bossé avec Anis Lagou, qui est un des founding partners. Ouais, je me souviens très très bien quand Anis avait annoncé son départ et la création de ce family office. Enfin, bref. Ce qui était à l'époque un gros truc parce qu'il n'y avait pas le marché qu'on a aujourd'hui des family office. Non, c'est clair, c'est clair. Bravo en tout cas pour ce que vous avez développé. Alors, donc je vais expliquer à l'audience que quand on s'est parlé, on se demandait bien de quoi on allait parler parce que la gestion de patrimoine, j'ai abordé beaucoup de sujets sur le podcast depuis le lancement. Et on s'est dit que finalement, ce sujet de réemploi des fonds, c'était intéressant parce qu'il y avait eu pas mal de changements législatifs. Ça fait déjà plusieurs années que c'est en place. Donc, c'était peut-être l'occasion de faire le point avec toi. Donc, j'aurais aimé que tu reviennes brièvement sur ce concept de réemploi en nous donnant un petit peu le cadre législatif sans trop rentrer dans les textes. Bien sûr. Et l'origine, en fait. Ouais, avec plaisir. En fait, le réemploi, on va essayer de faire simple et rapide. Donc, c'est un mécanisme qui existe depuis 2012. Donc, comme tu disais, effectivement, on commence à avoir un peu de recul. L'idée, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, donc moi, je monte une boîte. Je détiens ma boîte à titre perso.
et puis 10 ans après, je la vends. Je vais vendre, donc je vais faire de la plus-value. Et aujourd'hui, avec la fiscalité actuelle, je vais être taxée à 30 plus 4%. 34% en France. Ouais. Exactement. Ce qui est souvent conseillé à nos clients, nos entrepreneurs, c'est de faire ce qu'on appelle du réemploi. Donc le mécanisme, c'est l'article 150 OBTR du CGI. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui utilisent ce terme sans savoir vraiment ce que ça recouvre. Donc voilà, c'est réemploi ou 150 OBTR. 150 0 BTR même. Voilà. Donc en gros, ça permet d'éviter concrètement de mettre en report d'imposition la plus-value qu'on déclare et qu'on calcule. D'accord. Et donc d'éviter un frottement fiscal et une pression fiscale trop importante qui est 34%. Là, je fais un step back quand même parce que, et on en reparlera, il y a un vrai arbitrage à faire. Quand on vend sa boîte et qu'on est entrepreneur, on est souvent poussé à le faire parce qu'on a des copains, des copines qui l'ont fait, parce que quand même, il ne faut pas passer à côté du truc. Aujourd'hui, la fiscalité de 34%, on a connu pire. Ce que je veux dire, c'est que 34%, on peut cash-outer, payer ses impôts et avoir l'argent en perso, et c'est OK. Donc moi, mon but, c'est pas de pousser les gens à faire du réemploi, parce que comme on va le voir, il y a des contraintes. Les contraintes, c'est quoi ? Ce report d'imposition, il fonctionne à 2 conditions. La première, c'est que le cash, du coup, que ma holding va récupérer en vendant des titres, en fait, il faut que je le réemploie. Donc 60% du cash va être employé dans des activités dites éligible, et on reviendra dessus, parce que c'est là tout l'intérêt. Ouais. Et je dois le faire dans un délai de 24 mois. Et 24 mois, je le dis déjà, c'est très court. C'est clair. Très, très court. Donc après, la question, ce qui est intéressant, c'est, comme tu l'as dit, il y a eu des changements législatifs récents, en 2020 notamment, qui a permis d'élargir en fait ce champ de réemploi et dans quelles activités je peux aller. En gros, il y a 4 grosses activités. La première, c'est quelque chose que personne n'utilise, donc on ne va pas revenir dessus très longtemps, c'est financement de moyens d'exploitation permanents. Les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, et honnêtement, ce n'est pas une des activités qu'on utilise. D'accord. La deuxième, c'est j'achète des titres, du capital, et ça me permet d'avoir le contrôle de la société. D'accord. Ça, pareil, c'est assez rare, en tout cas nous, dans ce qu'on voit. C'est les 2 dernières qui sont vraiment importantes et qui vont, je pense, intéresser les gens qui nous écoutent. C'est je souscris à une augmentation de capital en numéraire. Ouais. Et là, j'ai pas de sujet de majorité, de contrôle ou quoi. Je peux juste prendre moins d'1% de la boîte. J'insiste, c'est du numéraire, une souscription. Et du coup, tous les mécanismes qu'on connaît, type BSA, BSAR, obligations convertibles, secondaires, tout ça, en principe, ne rentre pas, en tout cas, quand on lit le texte, là-dedans. Et je dois détenir mon investissement pendant 12 mois. Et ça, on pourrait y revenir, notamment au vu du contexte actuel et des surprises qu'on peut avoir sur certaines boîtes. Ouais. Des bonnes ou mauvaises surprises, d'ailleurs. Le dernier point, c'est, et c'est là où le législateur est intervenu en 2020, c'est en gros l'investissement dans des fonds de capital risque. Ouais. Donc ça, c'est nouveau. Et ça a beaucoup permis aux gens de faire plus de réemploi parce que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire initialement avant même de penser à la pression fiscale et comment la réduire. Je m'explique. En gros, on peut souscrire dans un fonds de capital risque, donc un fonds type FCPR ou FPCI, et on a un commitment, un appel de fonds. Donc, on souscrit, on fait un appel de fonds. Donc, je mets 500 000 € dans un fonds. Même si dans les 24 mois, je n'ai pas été appelée, je ne le serai pas de toute façon, ça compte pour mon réemploi. Donc, et ça marche en secondaire ou pas ? Non, il faut vraiment que tu souscrives. D'accord. Donc ça, c'est la base, si tu veux. Et après, Qu'est-ce qui motive tes clients ? Est-ce que c'est uniquement le volet fiscal ou est-ce qu'il y a une volonté de réinvestir aussi à titre personnel, de réinvestir du temps, pas uniquement de l'argent, du temps et de l'argent, dans l'économie réelle ? Il y a une vraie volonté. Alors, initialement, ils connaissent ce mécanisme via la volonté de diminution de la pression fiscale, mais il y a surtout ce qu'on voit de plus en plus, une volonté, en tout cas pour nos clients qui sont des gens qui ont monté des boîtes, qui sont toujours actifs ou qui remontent un projet, un peu de give back. Ouais, c'est ça. Vraiment, alors soit à des anciens salariés de leur boîte qui, eux, à leur tour, vont lancer leur projet, soit à des fonds qui les ont soutenus depuis le premier jour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que faut prendre un peu le mécanisme à l'envers. C'est que, évidemment, je sais que je vais cash-outer ou que je vais céder totalement ma boîte. Je fais des simulations fiscales parce que je suis bien accompagnée pour ça. Mais en fait, ce qu'il faut que je comprenne, c'est pas combien d'impôts je vais économiser. C'est finalement, sur ces montants-là, combien je veux allouer au réinvestissement. Ouais. Et sur ce montant-là, qu'est-ce qui pourrait être éligible au réinvestissement ? Parce que de toute façon, c'est des gens qui vont réinvestir et, comme tu le disais, qui veulent redonner un peu
dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, mais donc concrètement, comme je t'ai dit, dans des projets, 1, qui leur tiennent à cœur, 2, qui permettent de développer des choses qui n'existent pas encore, et 3, avec des gens dans lesquels ils croient et qu'ils ont envie d'accompagner à leur tour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui n'a pas forcément été initialement pensé comme ça par le législateur quand il a lancé ce mécanisme en 2012, parce que l'environnement n'était pas le même. Et donc, il n'y avait pas ces boîtes qu'on appelle start-up avec des gens qui sont dans la tech, qui vont beaucoup plus vite, qui lèvent beaucoup plus d'argent avec des valos importantes. Et tous les mécanismes qui vont ensuite avec ce que je disais du BSA. Tu vois, moi, j'ai plein de clients qui font du réemploi et qui me disent « Non, mais de toute façon, t'inquiète pas, j'ai le réseau, j'ai du deal flow, donc mes 6 millions de réemploi, ça va aller vite. » Alors, c'est pas aussi simple parce que, ça demande énormément de temps et tout le feedback qu'on a, c'est que les gens qui se lancent là-dedans, au bout d'un moment, ils abandonnent. Donc, il faut vraiment être accompagné. C'est épuisant. Et puis, tu fais pas ta due deal. Enfin, déjà, ça nécessite des skills un peu différents. On t'impose souvent des conditions parce que quand tu rentres, il y a des fonds qui rentrent aussi et qui disent le tour. Donc, en fait, tu choisis pas forcément les conditions dans lesquelles tu rentres. Tu choisis pas la façon dont tu rentres. Donc, encore une fois, moi, plein de fois, j'ai des clients qui me disent « Non, mais c'est bon, je vais mettre un ticket de 10 000. » Je dis « C'est une augmentation de capital. » « Oui, mais moi, je prends les parts en secondaire. » Ça va pas aller. Ça marche pas, du coup. Ou alors, je fais du BSA. Ça marche pas non plus, en tout cas pour le moment. Donc, il faut vraiment être conscient que la volonté, c'est d'aider, mais qu'après, il faut avoir quelqu'un qui puisse juger l'aspect structuration fiscale et l'analyse juridique et le risque, en fait, en face. Parce que, j'insiste, s'il te manque 1 euro de réemploi sur tout ton montant, c'est tout ton report qui tombe. C'est pas prorata. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est toute ta plus-value qui était placée en report qui tombe pour même 50 centimes. Donc, le conseil, nous, qu'on donne, c'est toujours de faire plus que les 60%. Et je vais te donner un exemple qui est assez intéressant et ça permet de rebondir sur le contexte économique aussi, dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai eu le cas 2 fois cette année de 2 clients qui ont investi en business angel dans des boîtes. Et en fait, tu as une boîte qui, entre-temps, est partie en liquidation judiciaire. Donc, quand tu investis, tu dois garder pendant 12 mois ton investissement. Donc, si avant les 12 mois, il y a une liquidation judiciaire, c'est fichu. Donc, d'où l'intérêt de faire beaucoup plus que les 60%. Mais donc, du coup, ça te rajoute de la charge mentale là-dessus. Et 2, une occasion qui est plutôt une bonne occasion, une boîte dans laquelle il avait investi. Une première fois en secondaire, donc ça compte pas. Une deuxième fois en augmentation de capital dans les 24 mois, donc ça compte. Sauf qu'il y a très probablement une exit qui se profile pour la boîte et donc une cession totale. Et lui, il n'aura pas conservé ses titres 12 mois. Pareil, il faut qu'il anticipe ce genre de situation. Et ça, si tu le sais pas et qu'on te le dit pas et qu'on te sensibilise pas là-dessus, tu peux quand même avoir un gros risque de remise en cause de ton report d'imposition. Alors, tu parlais des actifs éligibles, tu as cité des catégories de fonds, donc les FPCI, entre autres. Est-ce que tu pourrais rentrer dans le détail et nous expliquer si, typiquement, un fonds, je sais pas moi, allemand ou luxembourgeois rentre en considération? Est-ce que les fonds de fonds rentrent dedans? Quel type de typologie de fonds aussi? Est-ce que c'est que du private equity ou est-ce qu'on peut envisager aussi de l'immobilier, de l'infra et tout ça? En fait, donc ces fonds-là, déjà pareil, je fais un petit peu un step back, puisqu'en fait cette disposition législative, elle a quand même élargi énormément le champ d'application, et elle a donné aussi une façon pour certains acteurs de commercialiser leurs produits sous l'angle du réemploi. Et ce qui est bien, mais là où il faut être vigilant, et j'attire l'attention aussi des gens qui font du réemploi, c'est que il faut quand même c'est-à-dire qu'ils structurent des fonds pour le réemploi, qu'ils soient éligibles. Parce que c'est une façon d'aller chercher des LPs bien sûr. Et de marketer ton fonds d'une façon très attractive, puisque tu sais qu'en face, tu as un vrai marché. Ce qui est bien. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est très vigilant sur la structuration et on la challenge. Et ces fonds-là, c'est pas non plus des idiots. Enfin, ils se font accompagner par des avocats, ils structurent et eux, ils ont un gros risque aussi de responsabilité. Donc, ils vont pas faire n'importe quoi. Donc, ça veut dire que ce genre de fonds, concrètement, depuis 2020, il y en a beaucoup qui ont vu le jour et il y en a beaucoup qui ont accès là-dessus. Ça leur donne des grosses contraintes pour répondre à ta question. Pourquoi ? Parce que eux, leur sous-jacent, que ça soit du private equity ou de l'immobilier, doit respecter certaines conditions aussi. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ils doivent déjà appeler les fonds sur une période de 5 ans. Donc il faut qu'ils soient capables de déployer en 5 ans. Vache, et ce qu'on regarde, c'est au bout des 5 ans, comment est composé le sous-jacent.
il faut que tu aies 75% du sous-jacent qui soient des actifs qui sont situés dans la zone économique européenne. Donc en France, en Allemagne, ça fonctionne. En Suisse, au UK, ça ne fonctionne pas, par exemple. Donc même eux, en termes de stratégie d'investissement, c'est un gros poids. Donc même si l'équipe est basée à Paris, mais que la société est créée à Londres, ça ne marche pas ? Non. D'accord. Enfin, après, c'est ton siège social qui compte. Ok. Après, est-ce que tu as envie de prendre aussi des risques et de subir, par exemple, un transfert de siège social ou je ne sais quoi, et de lier ton réemploi à ça ? Non, d'accord. Mais... Et donc, du coup, typiquement, tu as beaucoup de fonds de VC qui pourraient être éligibles réemploi, mais qui ne prennent pas l'engagement au moment où ils lèvent de l'être, parce qu'en termes de contraintes... Oui, ils ne savent pas comment ils vont déployer. Exactement. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont, eux, déjà suffisamment de contraintes pour ne pas en rajouter par-dessus. Ouais, si en plus, tu as des contraintes de LPs institutionnelles, etc., Exactement. Tu n'as pas fini, quoi. Exactement. Et donc, ça, c'est le premier sujet qu'il faut bien avoir en tête. Le deuxième, pour répondre à ta question, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut avoir en sous-jacent. On pense beaucoup à tout ce qui est private equity, mais tu as aussi beaucoup de fonds qui sont développés dans l'immobilier. Ouais. Et tu as la doctrine fiscale qui a admis ouvertement que typiquement le marchand de biens, c'est une activité commerciale. Et puisque c'est une activité commerciale, c'est éligible au réemploi. Et donc nous, ce qu'on fait beaucoup, et là où on pousse beaucoup les clients, c'est d'aller sur des choses un peu diversifiées et de ne pas cantonner ton réemploi à des investissements purement private equity, que ça soit en business angel ou via des fonds. C'est quoi la proportion des... Je ne sais pas si c'est facile comme question. C'est quoi la proportion des fonds éligibles versus non éligibles ? Si tu regardes la constellation des sociétés de gestion de fonds alternatifs. C'est une bonne question. Je pense que c'est... Avant d'essayer de répondre à ta question en termes de chiffres, je pense que c'est aussi un... Tu as des fonds qui seront éligibles, qui ne se vendent pas et qui n'ont pas besoin de ça pour lever. Ouais. Et tu en as qui ont décidé de se placer là-dedans, sous la forme de l'éligibilité. Aujourd'hui, je pense que... En fait, ce n'est pas exactement, pour moi, le même raisonnement d'investissement quand tu es client et quand nous, en tout cas dans la façon dont on conseille. C'est que tu as beaucoup de fonds de private equity qu'on va faire dans le cadre de l'allocation globale sans avoir cette contrainte du réemploi. Ouais. Ce qui te permet quand même d'aller vers des fonds, je dirais pas forcément plus performants, mais qui font un métier différent. Ouais. Et tu en as d'autres que tu vas trouver très bien et qui en plus se sont marketés réemploi, donc tant mieux. Mais quand tu cherches vraiment de l'éligibilité réemploi, moi mon conseil premier, c'est pas forcément d'aller sur des fonds de VC parce que de toute façon, c'est dans le cadre de ton allocation sur les 40% Ouais, tout à restants. fait. Tu vois ? Donc c'est moins comme ça que en tout cas que je vois les choses. Je me dis, sur ton réemploi, l'idée c'est vraiment, cette poche elle est à part et tu fais une allocation à part au même titre que tu as une allocation au global sur ton patrimoine avec un peu de business angel. C'est là où les clients souvent ont leur réseau et vont vouloir intervenir et gérer eux-mêmes leur participation. Donc ça, c'est une très bonne poche pour le faire, avec les contraintes juridiques qu'on a posées et sur lesquelles il faut être vigilant. Et je réinsiste sur l'immobilier, on n'y pense pas assez. Mais typiquement, l'activité de marchand bien et la façon de s'exposer à l'immobilier aujourd'hui, surtout dans un contexte au moment où on se parle, où nous, on a une conviction là-dessus, avec, je pense, un marché qui bouge beaucoup, où il y a des grosses opportunités. Si tu arrives à le faire en réemploi, le marchand de biens, tu as gagné sur toute la ligne parce que tu as diversifié et c'est éligible dans ton réemploi. Alors, tu parlais de l'éligibilité, ça c'est, on va dire, le critère fiscal que vous analysez, mais indépendamment de ça, j'imagine que vous avez en tête une sélection de fonds qui sont éligibles et puis voilà, avec des équipes de gestion compétentes, etc. Comment s'opère votre due diligence concrètement ? Comment vous avez accès au deal flow ? Comment vous avez connaissance de ces fonds-là ? Parce qu'il y a énormément, il y a une myriade de sociétés de gestion en France et même à l'étranger, parce que c'est pas que des fonds français qui sont éligibles. Donc, comment vous sourcez tous ces fonds-là et comment vous les sélectionnez ? Il y a deux types de deal flow. Sur le sujet réemploi, il y a souvent, comme je te disais, comme il y a cette volonté de give back des entrepreneurs, eux ont leur propre deal flow. Donc là-dessus, nous, on a un rôle qui est plutôt due deal juridique et vraiment être vigilant sur la structuration. Après, quand c'est une conviction profonde de ton client d'aller sur telle ou telle boîte en direct ou fonds, on intervient moins. Ouais. Ensuite, on a toujours, nous, une pipeline de choses qui sont éligibles pendant un certain temps pour justement faire face à des moments où tu récupères un client qui a déjà 23 mois et qui n'a pas fini son réemploi. En fait, comment il fait ? Tu dois être capable de sourcer. En fait, ce sourcing, il se fait via notre réseau, via le réseau des clients.
Donc des fonds que des clients connaissent via leur réseau, qu'on va rencontrer et qu'on va pouvoir un peu étudier juridiquement et en termes de performance. Il y a un point qui est important, c'est que moi je dis toujours aux clients, il ne faut pas faire cet investissement parce que c'est du réemploi. Il faut bien comprendre, et c'est là le risque, c'est que c'est bien de vouloir, entre guillemets, réduire la pression fiscale et reporter l'imposition. C'en est une chose de vouloir mettre dans des fonds dans lesquels on n'aurait pas mis en temps normal. Oui, tout à fait, c'est clair. Et ça, on le voit beaucoup, parce qu'encore, il y a cette contrainte de 24 mois qui est extrêmement courte. Ouais. Ça te fait prendre probablement de mauvaises décisions. On l'a vu. Et tu vois, aujourd'hui, quand je rencontre un prospect qui n'a pas encore cash-outé et qui se demande comment je calibre mon réemploi, moi, c'est le premier truc que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, je pousse pas pour du réemploi. C'est des gens qui sont très occupés, qui ont leur deal flow. Nous, on est capable de leur apporter, mais à la fin, il faut qu'en termes d'allocation, de diversification, ça ait du sens. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est la liquidité. Quand tu investis typiquement dans un fonds d'investissement qui est éligible réemploi, tu as minimum 5 ans. Souvent, c'est des fonds qui ont une liquidité jusqu'à 10, voire 12 ans. Ouais. Ça veut dire que non seulement ta rentabilité, tu sais pas si, et ta performance, tu sais pas si tu vas aller la chercher, mais surtout, les fonds, ils sont loqués. Et ça a un vrai impact et les gens réalisent pas trop quand ils calibrent leur réemploi. C'est pour ça que c'est super important d'avoir tout ça en tête, parce que la liquidité, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ouais. Et comment le comportement des clients a évolué depuis 2012 ? C'est ça, hein, c'était 2012. Voilà, il y a beaucoup plus de awareness sur ces sujets-là. Est-ce que tu penses qu'il y a ça s'est un petit peu plus professionnalisé de leur côté ? Et puis même vous avez beaucoup plus mûri sur ces sujets-là. Donc maintenant, les pratiques ressemblent à quoi par rapport à celles d'il y a 10 ans ? Ouais, c'est vrai que l'avantage qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on a conseillé sur des calibrages de réemploi qu'on a terminés, et sur lesquels on a vraiment un retour, entre guillemets, en tout cas de satisfaction, un retour sur investissement, on commence à l'avoir. Et du coup, on est plus à même, je pense, de mieux conseiller encore aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est ce que je te disais, de ne pas faire du réemploi à tout prix. Ça, c'est très important, surtout, encore une fois, qu'aujourd'hui, tu as une flat tax qui est à 30%, donc tu n'es pas sur une tranche marginale à 45%, sauf exception. Et en fait, il faut vraiment bien comprendre cet équilibre qui est: est-ce que je paye de l'impôt tout de suite, mais l'argent, je l'ai en perso ? Parce que c'est ça aussi. Je ne l'ai pas loqué dans une holding, où je dois faire remonter et donc payer du dividende et de la flat tax. Je l'ai en perso, je fais ce que je veux de cet argent. Et une partie où, de toute façon, je sais que je vais réinvestir, donc ça ne sert à rien que je paye de l'impôt, que je me fasse imposer dessus. Nous, ce qu'on voit chez les clients, c'est que, il y a une méconnaissance quand même des contraintes, souvent. C'est ce que je te disais, c'est que les gens connaissent le mécanisme, mais n'arrivent pas à mettre des limites et à comprendre vraiment ce que ça impacte. Ouais. 2, je pense que tu as aussi une façon d'utiliser le réemploi pour aller sur des investissements dans lesquels ils croient vraiment. Je m'explique. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on a réussi à structurer des choses assez sur mesure et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en termes de réemploi. On a eu l'exemple avec un client qui absolument voulait investir dans l'exploitation d'une forêt. Donc, tu vois, tu te dis, c'est quelque chose que tu vois pas tous les jours. Et à première vue, c'est pas éligible réemploi quand tu écoutes les critères que je te donne. Ouais. On a réussi on a travaillé avec un avocat fiscaliste là-dessus, donc à le baquer et à se dire, voilà, il te reste 1 million. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Pourquoi on n'essayerait pas de se demander si ça rentre dans l'éligibilité à réemploi, et si c'est le cas, aller jusqu'au bout. Et on l'a fait. Bon, ça nous a pris 4 mois. Et aujourd'hui, il y a une forêt qui est exploitée et où on est très à l'aise de dire que c'est éligible réemploi. D'accord. Donc tu en fais moins, et ce que tu fais, je pense que c'est plus quali, et ça a plus de sens aussi pour toi. Et c'est pareil pour l'immobilier, tu as très peu de clients qui font de l'immobilier. Souvent, tu vois, les gens, ils cash out. Le premier réflexe, c'est: je veux acheter ma résidence principale, et basta. Il n'y a pas d'exposition immobilière autre. Le marchand de biens, c'est une bonne façon de s'exposer. C'est pas diversifié, quoi. Voilà, exactement. Intéressant. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Je savais que ça allait être très long. Alors, on va parler de Let Us. Comme je disais, moi, je le suis depuis avant même la création de Let Us. Donc, je pense qu'il y a des éléments que tu vas me dire qui me parleront. Mais donc, j'étais intéressée que tu nous expliques un petit peu le lancement, les investisseurs de départ, et puis voilà le modèle d'affaires de ce que vous avez en tête et mis en place. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, Let Us, c'est un multifamily office. On existe depuis 2016. Aujourd'hui, on est 6 associés. Et en fait, l'idée de départ, elle est très simple. Tu connais Anis, donc c'est un ancien banquier privé. L'idée, c'était de continuer à accompagner des clients, mais sur un scope beaucoup plus large. Comment on a fait dès le départ ? On s'est dit, on va prendre l'exemple de 2 clients.
qui sont associés dans la boîte depuis le premier jour. Et on va monter l'offre de service autour de ces deux clients. Deux clients qui sont très différents. Un entrepreneur de la tech, qui est Romain Nicoli, qui est public, et Monsieur Thierry Gillier, qui est le fondateur de Zadig et Voltaire, donc dans un domaine tout à fait différent, avec des mentalités différentes et des volontés d'accompagnement qui ne sont pas les mêmes, avec un temps à consacrer à tout ça qui n'est pas le même. Donc on a monté cette offre autour d'eux, et l'idée c'est vraiment d'intervenir sur tous les sujets du patrimoine. Donc les gens me disent mais ça veut tout et rien dire, tous les sujets du patrimoine. Le cœur de métier c'est l'investissement. Mais après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'être l'interlocuteur privilégié de tous les interlocuteurs que le client pourrait avoir. Okay. Comme ça lui fait gagner du temps. Ouais. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le point commun de nos clients, c'est des gens qui n'ont pas le temps et qui ont une grosse charge mentale. Donc l'idée, c'est d'alléger cette charge mentale, de faire gagner du temps et d'être assez agile sur l'investissement. Tu vois, typiquement sur le réemploi, c'est un bon exemple. Tout en restant dans un scope qui est bien géré et sécurisé, ce qui est très important, et d'être capable de proposer du deal flow un peu différenciant. Bon, je suis désolée pour l'audience. Au restaurant, ils sont en train de faire des glaçons. Alors, j'avais abordé le sujet du modèle d'affaires avec Laurent Dosfart, que tu connais bien, qui est le fondateur et le CEO de Agami. Chez vous, comment ça se passe ? Alors, chez nous, on a une sorte de forfait annuel qui est fixé dès le début avec le client. Et c'est des honoraires en fait que tu payes. À la différence d'un cabinet d'avocat, t'as pas de surprise sur l'honoraire parce qu'il est figé. D'accord. Et ensuite, à nous, en fonction du scope d'intervention effectif pendant l'année qui a précédé, de voir si on le modifie à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est le modèle de base. Nous, ce qu'on vend, c'est du temps. Et du coup, l'honoraire, ça nous paraît logique. À côté de ça, on est courtier sur les contrats d'assurance vie. Et tu le sais bien, en tant que courtier, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux clients. Le courtier, c'est quelqu'un que tu ne peux pas enlever d'une relation. C'est-à-dire que tu as une relation tripartite qui est le contrat d'assurance vie, et le courtier, il va toucher une commission. Ouais. Après, à toi de bien négocier avec les compagnies d'assurance que tu connais, et toi, en tant que courtier, réduire ton fee au maximum pour pouvoir avoir un fee qui est un incompressible et qui ne prend pas trop de place. Quand tu es courtier, du coup, tu touches tous les ans ce qu'on appelle une commission de courtage sur les contrats. Je connais bien. Tu connais, voilà. Et cette commission de courtage, elle est due, finalement, peu importe que tu fasses un arbitrage, un rachat, 42... C'est le bon plan, quand même, voilà. Commission de courtage. Exactement. Et elle se justifie, cette commission, nous, ce qu'on appelle un peu ce gras, entre guillemets, il se justifie au début quand tu mets en place ton contrat et en fonction des opérations que tu fais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... Si tu n'as rien sur le contrat, ça se justifie un peu moins. Donc nous, ce qu'on s'est dit dès le début, c'est on va prendre ce rôle de courtier, aussi parce qu'on a cette empreinte aussi d'assurance vie chez Letos depuis le départ avec Anis. Et tout ce qu'on touche en qualité de courtier, on va le déduire de la facture d'honoraires. Donc ça nous permet d'avoir une totale transparence en fin d'année sur ce qu'on a touché. D'accord. Et d'alléger, si tu veux, le cash à sortir de la part du client. Ouais. On va toucher ces commissions-là. En revanche, on ne va jamais toucher de commissions de la part des banques. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un conseil qui est indépendant. Des banques dépositaires ou des sociétés de gestion Alors, des banques dépositaires. Les sociétés de gestion, ça peut arriver qu'on soit payé, mais on le disclose dès le départ au client. Ouais. Et finalement, on lui disclose en fin d'année. Donc, si tu veux, c'est neutre parce que nous, à la fin, que le client il nous paye en honoraire ou que ça soit une commission qu'on touche, le montant est le même. Et donc l'idée, c'est de se placer vraiment dans un rôle de conseil qui n'est pas biaisé. Alors, tu as cité différentes typologies de prestataires, donc les banques dépositaires pour dépositaires des comptes titres ou des contrats d'assurance, les assurances vie, les sociétés de gestion, etc. Comment, dans cette constellation d'acteurs que vous gérez, comme vous êtes family office, avec des clients qui amènent aussi des patrimoines qui sont déposés chez une Xème banque dépositaire, comment vous gérez cette constellation d'acteurs ? Pas uniquement en plus en France, puisqu'il peut y avoir des clients qui sont structurés aussi en Suisse, aux Pays-Bas, au Luxembourg, etc. Comment est-ce que vous gérez ? Et est-ce que tu penses, désolé, c'est une question à tiroir, mais que avec la modernisation de ces banques, enfin de tous ces partenaires, il y a une amélioration de votre côté pour la coordination des différents acteurs. C'est pas très clair ma question. Non, mais désolée, je crois que tu sais où je veux en venir. Ouais, bien sûr. Sur la première partie, nous, on travaille avec des banques. Elles sont dépositaires, mais finalement, c'est pas ce qui nous intéresse. Puisque la plupart des actifs, si tu veux, ils vont être placés soit sur des contrats d'assurance vie,
où les banques peuvent être courtiers aussi. Il y a pas mal de relations où les banques sont courtiers, puisque tu as une relation qui préexiste, parce que c'est une contrepartie aussi au crédit. Ce qui nous intéresse, c'est le biais par lequel nous, on va chercher les banques, c'est le crédit. Le crédit, on a toujours considéré que c'était une classe d'actifs à part. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, ça a d'autant plus d'importance parce que les conditions de crédit sont extrêmement compliquées, complexes. Et c'est là où je pense qu'on a de la valeur ajoutée à apporter. Même si, tu es sur des taux qui sont remontés. Je pense qu'on avait une anormalité il y a 2 ans sur les taux. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des financements qui sont complexes avec des clients qui sont dans des situations, ils ont du cash, mais pas forcément de revenus. Et donc, c'est là où tu as une sélection qui se fait sur les acteurs bancaires, sur la capacité à accompagner le client sur ces sujets-là, et en parallèle sur la gestion. Puisque nous, on conseille, donc on fait du conseil en investissement financier, on ne vend pas nos produits, mais on va challenger la banque sur sa capacité, sur son mandat de gestion, sur son fonds dédié. Et c'est comme ça qu'on sélectionne les acteurs. Donc en fait, d'une année à l'autre, les partenaires qu'on va avoir, c'est pas forcément les mêmes, ils vont évoluer. Et c'est plutôt sain. Vous êtes beaucoup en papier. Alors ça, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est ça. C'est ça aussi que je voulais t'amener à vous dire. C'est à quel point est-ce que vous avez besoin de personnes en interne pour gérer le côté opérationnel, pour pouvoir faire des souscriptions dans des fonds, parce qu'on sait toutes les deux, et je pense dans l'audience, à quel point quand tu commites dans un fonds de PI, c'est hyper compliqué. C'est compliqué. Après, donc tu as des clients qui sont des générations qui n'acceptent plus le papier. Donc ça, c'est un travail qu'on fait depuis qu'on est créé pour demander aux banques d'arrêter d'envoyer des courriers, ça n'a plus de sens. Sur la charge un peu mentale liée aux souscriptions, nous, on gère tout ça. Donc pour t'expliquer un petit peu la façon dont on travaille sur un client, tu as toujours un associé, ce qu'on appelle un family officer, donc quelqu'un qui est assez senior, qui gère l'ensemble des sujets avec l'associé, et un client service officer, qui est vraiment quelqu'un du back-office, mais qui a la connaissance du client au même titre que le family officer et l'associé, et qui participe à toutes les réunions. Et c'est cette personne qui a un rôle qui est extrêmement important, qui va souscrire, donc qui connaît sur le bout des doigts le patrimoine du client, qui sait exactement comment remplir un bulletin de souscription pour un fonds de PE. Et pour répondre à ton autre question, aujourd'hui, tout est quasi digitalisé, en tout cas avec les fonds, avec les compagnies d'assurance à Luxembourg avec lesquelles on travaille. T'as quasi plus de papier. Donc tu fais un arbitrage, c'est bien, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, il y a encore des points d'amélioration. Et dernier point sur les banques, et comment tu traites la data et comment tu arrives à la récolter. Parce que nous, on a un rôle de consolidation du patrimoine, qui est super important. C'est que tu as des clients qui sont multibancarisés, qui au sein de la banque vont avoir différents comptes sur différentes structures, en différentes devises. Et nous, ce qu'on fait depuis le début, c'est que ce qu'on vend aux clients, c'est la capacité à avoir une vue consolidée sur ça, pour pouvoir prendre des décisions de crédit, de gestion, d'achat, passion. Et ce qui est compliqué, effectivement, c'est d'avoir cette vue-là et de récupérer la donnée pour pouvoir l'avoir. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille avec un prestataire qui nous aide à développer un outil qui permet d'aller chercher directement la donnée au sein des banques. Là, je trouve qu'on avance pas mal. C'est long. Il y a encore du vachement de manuel. Mais là, il y a du manuel, mais là, on a réduit la part de manuel de façon assez importante. Et après, il faut pouvoir se coordonner avec les banques et avoir de très bons interlocuteurs auprès des banques qui sont capables de t'aider sur ça. Et c'est là où je pense que la relation qu'on évoquait avec les banques et quels sont tes partenaires privilégiés, est-ce qu'au sein de la banque, tu as le bon interlocuteur, elle est clé aujourd'hui. Même sur des sujets que tu peux considérer comme étant administratifs et qui ne concernent pas directement le client, mais qui ont une valeur ajoutée assez incroyable. Et vous développez en interne ou vous prenez un prestataire IT? On a un prestataire externe, mais qui développe une solution en interne. D'accord. Et votre idée, c'est de la garder chez vous ou éventuellement aujourd'hui, c'est finir de la développer chez nous et après à voir si on la développe en marque blanche. Ça, ce serait intéressant. Mais bon, il y a déjà pas mal d'acteurs qui proposent ça. Avant d'aller sur les next steps, Sacha, est-ce que tu pourrais juste revenir les décisions d'allocation? Tu disais que vous faisiez du conseil en investissement financier, donc en tant que conseiller, vous êtes capable de donner à vos clients des recommandations sur des arbitrages, je ne sais pas, equity versus fixed income, etc. Comment ça se passe en interne? Comment est-ce que vous êtes organisé dans votre processus décisionnel? Donc en interne, on a du coup l'équipe que je t'ai décrite, 3 personnes, qui est une équipe commerciale sur le client. Et ensuite, chaque client a accès à des pools de spécialistes. Les spécialistes, ça va être le juridique, le fiscal, l'assurance vie, l'immobilier, le crédit et du coup l'investissement. L'investissement, aujourd'hui, on a une équipe de 5 personnes avec des personnes qui sont dédiées sur le private equity et des personnes qui sont dédiées sur les actifs cotés. Cette équipe, elle travaille évidemment avec les associés et les family officers pour, quand tu as un nouveau client, déterminer déjà une feuille de route. Donc en fait, c'est
qu'est-ce que je dois gérer, quel est le risque que le client veut prendre, quelles sont les contraintes de liquidité, on en revient toujours à ce sujet, et le crédit en face. Cette feuille de route, elle est construite une fois pour toutes, en accord avec le client. Après, tu peux évidemment avoir des choses qui changent au fil de l'eau. Et du coup, cette feuille de route, elle va te dire, typiquement, en private equity, j'ai 5 lignes à allouer avec un fonds de LBO, un fonds de growth, du VC et des tickets de business angel parce que j'ai un client qui est très attiré par ça. En immobilier, je sais que je veux mettre tant dans du marchand de biens, tant dans un club deal que j'ai envie de faire avec Let's parce que je sais qu'ils vont aller chercher un actif à tel ou tel endroit. Et du coup, on déroule cette feuille de route. L'investissement, eux, leur rôle, c'est de rencontrer des fonds, de suivre les fonds, de les challenger, de revoir les rapports trimestriels, de faire des calls avec les fonds, avec les équipes de gestion des banques et de contrôler le timing aussi. Une fois qu'on a dit tout ça, on se réunit en comité d'invest. Donc c'est un comité qui a lieu 2 à 1 fois par mois pour que chaque associé puisse aussi voir et soumettre des fonds qu'il a rencontrés via le réseau de son client, parce que c'est extrêmement intuitu-personné. Tu as un client qui t'appelle et qui te dit en fait, j'ai rencontré tel fonds, est-ce que ça vous dit de le voir? Donc moi, je vais les appeler, je vais faire un call avec eux. Et si je considère que c'est intéressant, la next step, c'est je les introduis auprès de l'investissement. Ensuite, on les présente en comité d'investissement et là, on choisit ensemble sur quel fonds on veut aller pour donner un minimum de cohérence aussi entre les clients. Non, bien sûr, c'est clair. Et alors, pour les actifs cotés, est-ce que vous prenez des mandats au sein direct des banques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des mandats conseils? Je ne sais pas, moi, je vais te dire, chez BNP, par exemple, si vous avez un client qui a ses actifs cotés qui sont déposés chez BNP, est-ce que vous prenez des mandats de gestion conseil sur ces actifs-là et donc vous faites des arbitrages aussi également à ce niveau de granularité? Alors, il y a des mandats qui sont mis en place auprès des banques et notamment la BNP avec qui on travaille beaucoup, soit qui sont des mandats historiques, donc que le client avait déjà au moment où nous on est arrivé dans la relation, soit qui ont été donnés en contrepartie du crédit, ou parce que le client a un vrai souhait de travailler avec telle ou telle banque. Et dans ce cas-là, le gérant c'est BNP ou c'est vous? Le gérant c'est BNP. C'est ça, d'accord. Parce que c'est des mandats types. Alors après, tu peux aller sur des choses un peu fonds dédiés où tu peux personnaliser un peu plus sur des plus gros montants. C'est BNP. En revanche, tu vois, Adrien, qui est directeur des investissements chez nous, il va faire un call avec BNP tous les mois sur le mandat. Moi, ça m'arrive aussi de challenger le gérant, typiquement à la BRED, tu vois, j'ai pas mal de clients qui ont des mandats à la BRED parce que je sais que j'ai un client qui va pas vouloir prendre trop de risques, parce que j'ai un client qui va avoir besoin de sortir des liquidités dans 6 mois parce qu'il veut réinvestir dans telle ou telle boîte. Donc si le gérant il a pas ces infos-là, c'est compliqué. Donc l'idée c'est de les challenger, 2, d'être capable aussi d'échanger avec le client après, parce que le client il va pas faire tous les calls comme nous on fait avec les gérants, et d'être capable de lui dire le mandat il a plus ou moins suivi le track qu'il voulait avoir. Eux ils ont une position qui est plutôt conservatrice sur les titres, ils ont beaucoup été sur les actions Europe, enfin tu vois, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Et ça c'est notre rôle, et c'est aussi ça qu'on vend. Quand je te disais que c'est du temps, c'est que je te laisse imaginer le nombre de banques avec lesquelles on fait des calls de gestion. Pour avoir travaillé avec pas mal de family office, je vois bien le rôle que vous endossez. Alors, vos prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, l'idée, c'est de continuer à accompagner les clients sur beaucoup de sujets et d'avoir cette approche transversale. Ouais. Nous, aujourd'hui, pour en revenir au capital, on a fait une opération il y a 1 an où les associés, du coup, ont repris du capital, les associés opérationnels. Tikeo est sorti parce qu'ils ont aussi considéré qu'ils avaient fait une belle opération depuis leur entrée. Et on a nos clients historiques qui sont toujours là et qui nous accompagnent. L'idée, c'est de garder du capital pour faire rentrer des nouveaux associés qui auraient aussi une capacité à apporter une expertise sur un sujet particulier. C'est ce qu'on a fait récemment sur le crédit. On a intégré Thierry Perron, qui a passé 15 ans à la Société Générale, qui maîtrise le crédit et qui considère qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur ajoutée pour les clients. Donc tu vois, typiquement, le crédit, c'est un vrai sujet et c'est là où on veut aller. C'est une classe d'actifs à part entière et tu peux pas accompagner un client sans être capable de gérer le passif à côté. Donc ça, c'est le gros point de concentration. On a développé un département immobilier aussi avec l'arrivée de Laila il y a 1 an. L'idée, c'est d'avoir une personne qui est dédiée full-time sur l'immobilier et de monter des club deals. On en a fait un à Versailles il y a 1 an. Là, on est en train de regarder quelque chose à Cannes. Et l'idée, c'est toujours de faire rentrer des clients sur des petites opérations où il n'y a que nos clients, sur des sujets qu'on considère comme étant des sujets intéressants et qui apportent de la plus-value. Et c'est sur des durées qui ne sont pas des durées trop longues non plus, avec des fees qui sont des fees réduits, parce que tu n'as pas tous les fees d'un fonds et donc une performance qui est améliorée. Ouais. Top. Écoute, merci Sacha, c'était un super beau tour d'horizon. Merci à toi Solène. Est-ce que tu voudrais pas nous recommander
un livre avant qu'on parte. Oui, avec plaisir. Écoute, un livre qui est totalement différent de tout ce qu'on vient de se dire. Moi, un de mes bouquins préférés, c'est La vie devant soi, de Romain Gary. Ouais. C'est un auteur que j'aime beaucoup, mais pour le coup, il l'a écrit sous son pseudonyme de Émile Ajar. C'est un livre, je pense, qui résonne beaucoup en ce moment, parce que tu vois la vie à travers les yeux d'un enfant, donc tu as toujours cette naïveté. Tu as un mélange de culture, de religion qui fonctionne très bien. Et puis, tu as cette histoire derrière de Romain Gary qui a réussi à avoir pour la deuxième fois le Goncourt via ce pseudonyme de Émile Ajar, que je trouve assez intéressante. Donc, c'est un livre que je recommande aux lecteurs, enfin à tes gens qui t'écoutent. Aux auditeurs. Aux auditeurs, voilà. Merci beaucoup, Sacha. Merci Solène, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!